Bonsoir, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour nos ratés du débat. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités. Ce soir, on se remet sur le chemin des premières élections générales au Bénin. 2026 promet d'être un véritable grand tournant. Elle pointe à l'horizon avec 2025 qui s'annonce une super année préélectorale qui mettra une fois encore la démocratie béninoise à l'épreuve. Après le 1er août 2024, l'avant-dernier du second mandat de Patrice Talon, eh bien, les calculs politiques se feront à mesure que l'on approche des grandes dates, des questions fusent. Y aura-t-il un réveil dans quel camp, pour quand et de quelle manière, avec la multiplicité et la variété des ambitions jusque-là non déclarées, cachées, voire étouffées, dans quelle dynamique la classe politique et les Béninois vont-ils dès à présent s'engager? Le grand rendez-vous pose le sujet et relance le débat de la course aux élections générales de 2026. Bienvenue. Deux grands plateaux de la discussion ce soir. À suivre dans un instant les points de vue de notre traditionnel plateau de débatteurs après l'édito de Omar Salouf. Ensuite, l'œil de l'expert, Victor Bocon, expert et administrateur électoral. Avec lui, on aura à parcourir l'environnement électoral au Bénin, les différents tests et lois qui régissent l'organisation et la tenue des élections. Flashback donc sur la Constitution, la charte des partis et le code électoral. Et votre rubrique en toute franchise s'ouvre aux militants politiques. Nous aurons un plateau de débat sur ce que réserve le calendrier politique qu'il tienne notre pays, le Bénin, les différents acteurs et surtout la jeunesse en haleine. C'est d'ailleurs elle, cette jeunesse politique, qui fera le débat ce soir. Nous aurons en plateau Nassirou Kapouebo, membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Il est orateur de cette formation politique de la majorité présidentielle. Du même camp que lui, nous aurons Awali Mohamed Akintola du parti Renaissance Nationale. Du côté de l'opposition politique, on aura en plateau Guy Lambert Chafa du mouvement politique de Libération, opposé au régime de Patrice Talon. Et enfin, Karim Goundi, militant du parti Les Démocrates. Restez avec nous et prenez le rendez-vous de ce grand moment de débat. Bienvenue. Eh bien, si vous nous rejoignez, vous êtes sur le grand rendez-vous. Ici, le point de vue de chacun, comme vous le savez, compte dans un instant. Parole aux analystes Prudent Nassirou. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Bonsoir aux confrères. Bonsoir, le plateau. Bienvenue. Merci. Vous êtes journaliste et directeur de la radio Campanile FM qui émet à Abomey-Calavi. Campanile FM, bien Campanile Cité. Campanile Cité. Campanile Cité, voilà. Merci d'être avec nous. Rudolf Karl, bonsoir. Bonsoir à vous, Christian. Bonsoir au plateau. Et bonsoir aux téléspectateurs. Les téléspectateurs vous répondent. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Ahmed Picardi. Bonsoir Christian. Bonsoir à tout le peuple béninois. Observateur, acteur de la société civile. Merci d'être là. Et puis Omar Salouf, éditorialiste, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Christian. Bonsoir à toutes et tous. Déjà, des calculs politiques après le 1er août 2024. Oui Christian, à moins de 2 ans de la fin du second mandat constitutionnel du président Patrice Talon, la classe politique béninoise semble timorée. La guerre de positionnement en vue des élections générales de 2026 peine à démarrer, sans doute à cause du silence de l'actuel capitaine à bord du navire politique béninois. Sans dire mot, Patrice Talon impose son agenda et dicte la conduite à tenir à l'ensemble de la classe politique. Pourtant, c'est la première fois que le Bénin démocratique va vivre une année électorale avec la succession d'élections municipales, législatives et présidentielles. Ce calendrier consacré par la loi numéro 2024-13 modifiant et complétant la loi numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin ne suscite pas au sein des partis un engouement de veille d'élection comme par le passé. Dans le chronogramme qu'impose le code électoral, des dates majeures s'annoncent. Le 11 octobre 2025 sera clôturé le dépôt des dossiers de candidature à la Sénat pour l'élection présidentielle prévue pour se tenir le 12 avril 2026.
Ainsi, la déclaration de candidature est faite 180 jours, soit 6 mois avant la présidentielle. Quant aux élections législatives, communales et municipales, les candidatures sont présentées respectivement 60 et 65 jours avant le 11 janvier 2026, date des scrutins couplés. Dans la chronologie des faits à venir, les 77 maires et 109 députés actuels sont ceux ayant compétence de parrainer les duos de candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026. À cette table sont conviés l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et le Parti Les Démocrates. La force Cori pour un Bénin émergent, forte de ses 6 maires, est aussi attendue sur ce débat en cas d'accord de gouvernance avec l'un des partis politiques premièrement cités. Les parrainages, voilà l'un des points névralgiques du sujet. Taxé de chrysogène par une partie de la société, le code électoral en vigueur ne mérite-t-il pas d'être à nouveau scruté par le législateur pour un réel consensus? En l'état, ce texte arrange-t-il la classe politique et l'ensemble des Béninois? Ces questionnements viennent de tout Béninois épris de paix et de la concorde nationale. Dans l'attente des grandes dates et au regard des griefs contre la loi électorale à expérimenter, le consensus s'impose. Le génie béninois, fièrement révélé il y a 3 décennies à l'occasion de l'historique conférence des forces vives de la nation de février 90, est à nouveau convoqué pour se faire valoir. Le chef de l'État a l'opportunité de marquer une fois l'histoire politique du Bénin en réussissant ce virage crucial de notre vie démocratique. C'est un challenge pour Patrice Talon. Et pour le réussir, il lui faudra, du haut de ses prérogatives de père de la nation, concilier toutes les tendances afin d'asseoir le consensus tant souhaité. Il aura ainsi joué sa partition. Le reste de la classe politique aura à saisir la perche en faisant preuve de maturité face aux enjeux qui s'annoncent. Le champ politique attend d'être défrisé et les électeurs attendent de vivre les fêtes électorales. Cela y va de l'animation de la vie politique. Et justement, de l'animation de la vie politique, on en parle. Merci à vous, Omar Salouf, pour cet édito. On va recueillir donc les avis, les points de vue de chacun des débatteurs ici en plateau. Oui, Prudent Nasséou, l'éditorialiste qui vient de nous plonger dans le code électoral à travers les grandes dates citées, notamment le tout premier qui est fixé au 11 octobre 2025, date de clôture de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle. Nous sommes à pratiquement 1 an de cette date-là. Est-ce que vous voyez les acteurs politiques véritablement se préoccuper de ces élections générales qui viennent en 2026? Ça dépend. Ça dépend de chaque camp. Parce qu'aujourd'hui, le paysage politique national est clarifié. Clarifié parce que nous avons les soutiens du président de la République qui se sont taillés la part belle au niveau donc du Parlement à travers les rapports de force que vous connaissez, et de l'autre côté l'opposition qui peine à tenir le même langage, si ce n'est à travers celle la mieux représentée au Parlement, notamment les démocrates qui, à travers des tournées actuellement, essaient justement de rechercher l'adhésion du peuple à travers des campagnes, dirions-nous, d'information, mais aussi de préparation politique. Et vous auriez observé vous-même que la réplique a été taxite, dans la mesure où actuellement, du côté donc des soutiens du président de la République, des groupes sont sur le terrain, des groupes d'acteurs politiques bien entendu, sont sur le terrain pour justement vendre les réalisations du pouvoir. Les réalisations du pouvoir dont ils se réclament en premier chef comptable pour avoir d'une façon ou d'une autre entériné les textes et lois qui favorisent ces réalisations à l'aune des réformes. Des réformes aussi bien dans le secteur politique que dans le secteur économique et dans divers secteurs. C'est à croire que la roue devrait être inventée et que le Bénin se portait mal, puisque nous sommes à l'aune donc de l'indépendance. On a des questions à se poser. Et passant par les réformes, on a dérégulé beaucoup de choses. Et sur le plan de la démocratie, il y a
assez d'incertitudes. Pour vous. Oui, Rudolf Karl. Bon, c'est quand même surprenant qu'à moins de 2 ans d'une élection présidentielle, le Bénin soit aussi calme. On n'avait pas l'habitude, on n'avait pas cette habitude, enfin, avant l'ère du président Patrice Talon. Oui, on a dit qu'on a clarifié le jeu, le paysage politique, avec, le jeu, les réformes qui sont entrées que en le jeu. jeu électoral a été aseptisé. Mais bon, pour ce qu'on est en train de constater maintenant, bon, le peuple doit savoir qui doit être son candidat, son président. Et c'est maintenant que les acteurs commencent à se manifester, permettant au peuple... Regardez aux États-Unis depuis quand les campagnes électorales commencent. Et une fois le président élu, c'est comme s'il a commencé une nouvelle campagne électorale. On commence à parler du bilan, on commence à se préparer de longues années à l'avance. On donne l'opportunité au peuple de peser, de sous-peser les différents candidats qui sont sur la place. Mais ici maintenant, on est confus. On parle beaucoup du président Patrice Talon. Je pense qu'il ne faut pas faire une fixation sur le président parce qu'il est partant. Maintenant, quand on parle de lui, du côté de l'opposition, est-ce que c'est Patrice Talon qui dirige toujours le jeu là-bas? Pourquoi les gens ne s'engagent pas plus qu'on le voit actuellement? Parce qu'il est temps. En fait, il est temps, quoi. Et puis, jusqu'à présent, on ne voit rien. Il faut... Vous vous inquiétez? Oui, je suis très inquiet parce que moi, je veux savoir qui aura la destinée de ce pays pour que les gens... Bien avant. Bien avant. Parce que vous voyez, le dépôt de la candidature... pour la présidentielle des candidatures, pour une toute première fois, c'est quoi? 6 mois avant l'élection. Pourquoi on se donne autant de temps alors que les gens sont réticents à se positionner, à se manifester? Alors, on avait vu quand même, hein, il y a un peu de temps, des ambitions s'annoncer de part et d'autre, en tout cas des suscitations de candidatures et bien d'autres mouvements, mais par la suite, tout cela s'est estompé, ça a disparu. Est-ce que chacun se donne le temps d'observer et d'attendre la décision qui viendra forcément de Patrice Talon, comme il l'a souligné tout à l'heure dans son édito, Omar Salouf? Dans une démocratie telle que la nôtre et dans l'habitude démocratique béninoise, nous n'avions pas pour habitude d'attendre que le président de la République donne le OK pour que les gens commencent à exprimer leur volonté de gouverner notre nation. Nous sommes, avec ce code électoral et l'atmosphère politique actuelle, nous sommes en train d'offrir un contrat de dol. C'est-à-dire qu'à 1 an, 2 ans, les élections, nous n'avons pas de visage. Donc, ils vont se lever, je ne sais pas, des acteurs politiques, un bon matin, à 6 mois des élections, dire que le candidat, c'est Oumar Sanouf. Quelqu'un que je ne connais pas peut-être. Et qu'on me demande de voter. Et comme le code électoral est fait de cette manière qu'il ne peut avoir que les candidats qui ont les parrainages, nous nous retrouverons, je dirais, bloqués dans un labyrinthe où on ne peut plus sortir. On sera obligé en tant que peuple de subir, je dirais, la volonté de ces acteurs politiques-là. Mais la démocratie, c'est quoi? Les parrainages, c'est pas nouveau. C'est vrai. On l'a déjà expérimenté en Et 2020. vous allez voir pendant les dernières élections, nous n'avons pas été au meilleur de notre forme politique. Nous sommes d'accord pour le dire. Mais je dis ceci, la dynamique même elle-même, pour qu'elle puisse être vraie, doit commencer par certains sujets. La question de la modification du code électoral, il faut qu'on y revienne. Ça, c'est un impératif républicain, national et démocratique. Secondo, la question, je dirais, de la Sénat. Ça, c'est un aspect technique dont les politiques ne parlent pas. Moi, je suis étonné quand je regarde les démocrates en train de se promener de village en village sans véritablement, je dirais, jeter un regard sur les questions techniques de l'organisation. On est à peine à 2 ans des élections, mais on a l'impression que tout le monde est timoré et qu'on attend. Mais notre attente va nous rattraper. Notre attente va nous rattraper. Vous avez parlé tout à l'heure de certaines suscitations de candidatures, mais disons la vérité. Disons la vérité. On a l'impression que les politiciens aujourd'hui sont des perreux. Votre conclusion? Alors, est-ce que vous constatez, vous comprenez peut-être? Oui, Omar Salouf, vous vous êtes interrogé un certain nombre de fois dans votre éditorial. Vous avez parlé du code électoral, il est d'ailleurs revenu là-dessus dans ses propos. Ahmed Picardi, la révision ou la relecture du code électoral, beaucoup d'acteurs politiques s'attendent peut-être à cela, mais est-ce que vous pensez que ça sera possible quand on observe que sur le terrain politique, eh bien, les partis, vaille que vaille, essaient d'occuper
la scène politique. Et quand je parle des partis politiques, ce n'est pas tout, c'est les formations politiques. Il s'agit de l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain encore, les démocrates et les autres formations politiques. Où sont-ils dans le débat? Vous savez, si le code électoral doit être révisé, ça doit être un mouvement d'ensemble. Si déjà que les partis politiques ou certains acteurs, on commence pas à incriminer le nouveau code électoral, c'est que ça mérite réflexion. C'est qu'on devrait s'y pencher et voir ce qu'il faudra extraire ou ce qu'il faudra ajouter pour mettre tout le monde d'accord. Si ce n'est pas fait ainsi, ça veut dire que nous faisons le lit à des crises à venir, comme nous avons vu par le passé sous le régime du président Patrice Talon. Et donc, c'est le moment plus que jamais de se pencher sur ce code électoral-là et de nous sortir un texte qui requiert le consensus total. Les partis politiques, avec leur silence, comme je l'ai précisé dans l'édito, ils sont timorés, ils sont là à observer parce que le chef de l'État est silencieux. Est-ce que vous parlez de silence? Vous observez un peu les partis de la majorité présidentielle qui, quand même en ce moment, sont sur le terrain. On voit des mouvements, mais les sujets importants ne sont pas abordés, comme l'a dit Ahmed Pikadi. Il y a des sujets qui doivent être abordés, discutés, pas avec tout le monde pour que nous puissions sortir avec un consensus. Il y a des sujets qui sont laissés et on fait semblant en réalité juste d'aborder d'autres sujets qui pourraient intéresser le peuple mais qui en réalité ne l'intéressent pas totalement. Le peuple s'intéresse à ce que en 2026 qu'il y ait une élection où il y ait des élections paisibles pour que tout le monde participe à la fête électorale. S'il y a encore exclusion, c'est comme si le peuple est encore exclu. C'est ça. Alors, vous parlez d'exclusion. On l'a vu, 2021, tout ce qui s'est passé, on a fini par accepter, je dirais, les tests. Par la suite, il y a eu cette modification des tests, le code électoral dont il est question et qui est en vigueur aujourd'hui. Mais les acteurs politiques, et j'ai fait la question à Prudent Nasséou il y a un instant, est-ce qu'ils sont véritablement préoccupés par ces élections qui viennent? Dire que les acteurs politiques ne sont pas préoccupés, c'est comme si on ne parlait pas d'acteurs politiques. C'est quoi leur but premier? C'est la conquête du pouvoir. Et tous où ils se trouvent actuellement, ils ont leurs yeux fixés sur les élections générales de 2026. Ça, c'est une évidence. Maintenant, il y a une atmosphère qui fait que les gens sont encore réticents. Il y a une certaine sorte de tension qui fait que les gens ne s'avancent pas tout de suite. Mais je peux vous jurer, quand on discute avec eux en aparté, tout le monde, chacun ménage sa monture, vous voyez. Maintenant, quand on parle de code électoral, moi, je suis presque sûr, bon, je ne suis pas un devin, mais à l'allure où les choses vont, où tout le monde dit que ce code est chrysogène, je ne vois pas comment on peut aller à une élection avec ce code sans avoir des problèmes. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour ce pays encore? On l'a vu en 2019, on l'a vu en 2021. Est-ce qu'on va continuer dans cette dynamique-là? Je pense que les acteurs politiques doivent s'entendre, en tout cas ceux qui... Quand ils parlent de consensus, le consensus. Oui, le consensus, c'est ce qui est mieux, c'est l'idéal, c'est ce qu'on peut souhaiter. Mais bon, nous avons un chef d'État qui, moi je suis convaincu qu'il aime ce pays et qu'il aime aussi les Béninois. Il faut maintenant qu'il le prouve, qu'il prenne la décision d'aller, d'écouter tous ces cris-là qui montent du tréfonds du peuple pour qu'on prenne finalement, qu'il prenne l'initiative de revoir ce code-là. L'organisation dans les partis politiques, Prudent Nasséou, de ce temps qui nous sépare des grandes dates, vous voyez les partis politiques s'organiser pour aller à la conquête de ces élections-là? Malheureusement, non. Malheureusement, non, dans la mesure où j'ai évoqué les rapports de force. Aujourd'hui, les acteurs politiques font la volonté du prince, qui déroule un agenda, malheureusement. Dans cet agenda qui est déroulé, les acteurs politiques sont des pions qu'on déplace et qu'on utilise. Et vous auriez observé, il ne faut pas être dupe non plus, vous auriez observé que les tests prédisposent que les élus actuels, députés et maires, élus sur la liste des partis politiques, doivent parrainer
les candidats à l'élection présidentielle conformément à la volonté de leur parti politique, au mobile ou au déshydratat éventuellement de représailles qu'on pourrait leur faire subir. Parce que s'ils ne font pas la volonté de leur parti politique, la conséquence indirecte, c'est qu'ils ne seront pas positionnés pour les élections à venir pour lesquelles leur liste partirait après qu'ils auraient déjà parrainé les candidats à l'élection présidentielle. Ce qui est sur le contraire n'est même plus possible parce que c'est les partis qui récupèrent les parrainages. Mais c'est là où j'en viens. C'est là où j'en viens pour dire qu'il y a un déni de démocratie au niveau du fonctionnement des partis politiques. Et ça, je le mets dans le régime des dénis de démocratie. C'est dommage que des élus qui représentent, qui ont des mandats électifs, en arrivent. Mais les partis politiques, on peut justement se poser la question. Quelle a été leur contribution depuis l'avènement de la conférence des forces vives depuis 90, d'autant qu'aucun parti politique n'a pu diriger le pays. Mieux, sur la question même de la représentativité, ces partis politiques peinaient. Et c'est d'ailleurs pour ça que le législateur qui est en train d'être fait malheureusement non. Malheureusement non. Parce qu'il y a une dérégulation du fonctionnement des partis politiques à travers ce que j'appelle le déni même de démocratie dans le fonctionnement de ces partis politiques. Vous voyez comment l'actuel président où les actuels présidents de ces formations politiques ont été plébiscités, je dirais, au sommet de ces partis politiques, sans en être véritablement les responsables consensuellement désignés. Or, dans le fonctionnement des partis politiques, même les structures de base, et pourtant, depuis Amoussou Bruno, il y a toujours eu des circulaires qui ont indiqué que les IRAC au congrès de 2019, ces partis politiques s'étaient donné 1 an ou 2 ans pour installer les structures, pour élire les structures de ces formations politique. Malheureusement, 4 ans sont passés et on est toujours... Rien n'a bougé. Actuellement, ils sont en train d'installer les cellules de base. Et vous savez comment ces cellules sont installées. C'est à travers les jeux de cooptage. Donc, malheureusement, nous voulons des partis forts, représentatifs au plan national, mais on refuse d'appliquer les règles démocratiques à l'intérieur du fonctionnement de ces formations politiques. Je dis, ça pose un problème. Et ça, c'est du côté du pouvoir et peut-être aussi de l'opposition, parce que je ne voudrais pas faire la part belle à l'opposition aussi dans ce registre. Alors, allons voir du côté de l'opposition. Ahmed Picardy, oui, cette opposition, les acteurs politiques de l'opposition, les démocrates par exemple, nous avons les forces Corée pour un Bénin émergent, nous avons le MPL et surtout tous ces acteurs-là que nous avons tendance de voir, mais qu'on ne voit véritablement pas. Est-ce qu'ils sont aussi liés à l'agenda des formations politiques de la majorité présidentielle? Malheureusement, il faut dire avec tristesse que c'est ce que nous constatons. On a l'impression que l'opposition de notre pays, l'opposition du Bénin, est sous anesthésie. Ils sont un peu comme sous somnifères. Mais nous allons à une bataille politique essentielle pour l'existence même de ces partis d'opposition. Lorsque je dis par exemple que je parlais tout à l'heure du regard sur la Sénat, de la question du code électoral, c'est vrai qu'il y a eu quelques pas qui ont été menés par des partis d'opposition, mais de façon concrète, les partis d'opposition eux-mêmes ne font pas grande chose. Moi je dis, lorsque je vais en bataille, je n'attends pas que mon adversaire sorte ses cartes. Non. L'opposition peut avoir un plan B. Moi, si j'étais chef du parti, les démocrates, aujourd'hui, je viendrais devant le peuple et je dirais, Christian Adandédia sera notre candidat, tout en préparant un autre plan B. Regardez le jeu qui a été fait aux États-Unis avec Joe Biden. Malgré les risques que Joe Biden pourrait ne pas être président, ils ont forcé jusqu'à ce que la cote de popularité soit arrivée à un niveau où ils se sont dit, attends, on a encore Camara qui est là. Mais j'ai l'impression que les démocrates, il serait mieux pour eux aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas changer de technique, de rentrer dans la mouvance. Alors, si vous permettez, Christian, je ne suis pas trop d'accord avec Ahmed Picardy. Parce qu'en fait, il est question d'organisation politique où il y a beaucoup d'ambition à gérer. Il y a beaucoup d'ambition à gérer. Si un président de parti monte tout de suite au créneau pour dire tel est notre candidat, il risque d'exploser, il risque de faire exploser la formation. Moi, à mon avis, quand même, c'est trop tôt déjà de commencer à... Je ne pense pas, parce que les primaires sont, je dirais, le process...
de ces formations politiques qui sont là et qui permettraient de connaître les candidats. Oui, vous savez, la dictature existe au sein de tous les partis politiques. Hein. J'appelle ça dictature pour rester dans le registre de prudent, parce que c'est une dictature que de dire que c'est le président ou c'est la haute direction du parti qui va valider le parrainage. L'élu a beau vouloir accorder son parrainage à Maître Picardie, mais on dira que non, que ça doit aller vers Christian Adanidjan. C'est une dictature. Et donc ça ne favorise pas que les partis politiques puissent avoir, les membres ou bien les militants à un certain niveau puissent avoir toutes les armes de décider à qui ils peuvent donner leur parrainage. Et à côté de ça, il y a beaucoup d'autres choses qui font que les partis politiques ont du mal à fonctionner. Il y a des propositions qui sont sans doute faites par des élus, mais qui ne sont pas prises en compte parce que avoir l'agenda du chef de l'État, il faut peut-être se calmer d'abord, ce n'est pas le moment d'aborder tel sujet, ce n'est pas le moment de dire telle chose, et donc tout ça fait le lit au silence que nous observons actuellement, et ça va être ainsi jusqu'en 2025 où on va nous sortir un beau matin, comme l'a dit Picardie, le visage de quelqu'un. N'oublions pas aussi que dans le contexte béninois, on a tendance à cacher un peu les trésors pour les sortir le jour J. Parce que si vous les posez très tôt, ça peut prendre des coups très rapidement. Et suivez mon regard. Non, on va marquer un arrêt comme à nos habitudes dans cette émission et sur ce plateau, et c'est dans le prétoire. Parole aux citoyens. Mardoché Gounou et Jocelyn Bariga ont recueilli les avis dans les lieux où le débat se mène également en ce moment. D'ici les élections générales de 2026, on note déjà des attentes, lesquelles constatent sur place dans le prétoire. De 2026, on note déjà des attentes, lesquelles constatent sur place dans le prétoire. J'aurais souhaité que tous ceux qui ont la volonté d'être candidats, qu'ils présentent leur projet de société, que la population commence par étudier pour voir le projet de société qui est acceptable pour cette population, afin que le choix soit plus facile. En tant que citoyen que je suis, normalement, jusqu'à présent, on devait connaître déjà les candidats. Par rapport aux informations que j'ai, c'est tout comme si que les partis politiques ont des mois avant de désigner les candidats. Il se pourrait que c'est 6 mois avant les élections. Quant à moi, c'est pas bien, puisque nous n'allons pas choisir un candidat par défaut. Moi, je vois que c'est un peu dangereux, puisque on devait avoir un temps donné pour pouvoir faire un bon choix. Choisir un candidat en 6 mois avant les élections, moi je ne suis pas d'avis. Jusqu'à présent, citoyens que nous sommes là, on observe ce qui va se passer. En tout cas, moi je suis inquiet. Nous n'allons pas sauter directement sur les élections présidentielles de 2026. Non, il faut commencer par les élections législatives de 2025 et les élections communales. Je crois que c'est couplé. Oui. Pour moi, un averti, un analyste politique, vieux briscard de la politique béninoise et à l'international, l'horizon est sombre pour moi. Mais nous sommes charcutés par le temps. On ne peut pas, aucun parti politique pour le moment, ne peut jamais désigner son candidat. Vous voyez, au niveau de la mouvance, ça se tiraille. Aucun des formations politiques au Bénin n'a le courage de faire sortir le nom de quelqu'un. Depuis encore les partis de la mouvance. En tout cas,
on attend, on est là, on va voir. Le moment opportun, nous allons réagir par rapport à ça. Voilà, les citoyens se sont également prononcés, vous les avez entendus. Finalement, la question que l'on se pose, dans quelle dynamique peuvent-ils se mettre les partis politiques à partir de cet instant, parce qu'on a encore du temps, mais en réalité, le temps n'y est plus. Ou les acteurs politiques ont leur temps. Moi, je pense que les acteurs politiques doivent commencer à prendre des risques. Oui. Ils doivent commencer à prendre des risques. Oui, la charte des partis impose une certaine discipline des partis. On l'a vu avec l'ancien ministre des Sports, Roumeki, qui a dit tel est mon candidat, on l'a sorti du gouvernement. Il a été libéré pour, s'il le faut, aller en campagne, tout et tout. On a vu avec l'ancien directeur général de la police, Roundéon, qui a accordé une interview pour dire qu'il est libre maintenant, qu'il peut entrer dans le jeu politique. Ça commence à venir, je pense. Il faut que les acteurs politiques prennent des risques, parce que s'ils veulent se mettre dans le calcul du chef de l'État, parce que c'est ce que tout le monde dit, ils risquent d'être surpris au dernier moment. Moi, je vois, il y a des gens qui sont sur le terrain à qui on a interdit quand même de continuer à susciter des candidatures, mais qui continuent quand même. C'est des risques qu'il faut prendre. C'est aussi ça la politique. On n'attend pas que quelqu'un, je sais pas, prépare les cartes quelque part pour qu'on les applique comme, je sais pas, un jeu de cartes simplement. Il faut que les acteurs politiques, à mon avis, commencent à prendre le risque. C'est le moment qui est venu. Vous invitez les acteurs politiques à prendre le risque. Quand vous vous tournez également vers le peuple, est-ce que vous sentez les citoyens béninois, en tout cas ceux qui aiment la chose politique, se préoccuper de cette question-là? Est-ce qu'ils ont soif de voir les acteurs politiques prendre le risque? Le peuple est impatient que 2026 arrive, parce que ce peuple, me semble-t-il, est encore maître de l'alternance. Contrairement à la volonté, au calcul des politiciens de se tailler la part du lion. Évidemment, il faut distinguer aujourd'hui la fébrilité des acteurs politiques et, je dirais, la prééminence des partis politiques. Et c'est ça que nous observons à travers cette inaction du terrain, puisque les grandes directives sont données par les partis politiques. Les partis politiques qui, pendant longtemps, n'ont pu justement s'accorder d'ancrage politique fort, si ce n'est à travers des individualités politiques. Et aujourd'hui, on s'est dit, puisqu'il s'agit d'acteurs politiques devenus avec le temps et à travers le régime des maîtres chanteurs, il faut les discipliner en les mettant dans, je dirais, des partis politiques dont on a la direction verticale. Et c'est ça ce qu'on observe. C'est une approche qui, en 2026, pourrait mettre encore notre démocratie à l'épreuve. Et ça tue le jeu. Est-ce que ça va passer par les soulèvements ou ce qu'on a observé par le passé? Je ne saurais le dire. Parce que, moi, je vous le dis, je ne pense pas que nous irions facilement, en tout cas les acteurs politiques avec lesquels j'échange, ne sont pas prêts à retoucher le code électoral. Eux, qui, à la manœuvre, ont fait prévaloir leur hégémonie sur le jeu politique à travers la législation parlementaire. Mais évidemment, beaucoup d'acteurs auraient souhaité que cet équilibre des tests puisse être rétabli à travers le code électoral en libérant un peu. Vous avez vu, il y a que, depuis un certain temps à l'autre, des réformes, on fait du surplace ou carrément on recule. Les élections, ça a commencé avec les élections communales. Lors des élections communales, c'est les partis politiques qui ont fait le jeu. Vous avez quelqu'un l'a rappelé sur ce plateau, à travers cette loi interprétative, en plein processus de désignation des maires, où les députés vont à l'Assemblée nationale pour en procédure d'urgence pour modifier une loi que la Cour constitutionnelle entérine. Et à partir de ce moment, ils se sont vus, je dirais, dans la propension de tout faire et de tout se permettre. Et c'est ce qui nous conduit à ce qu'on observe aujourd'hui. Certes, avec
ce code électoral, les partis forts se disent qu'ils vont demeurer forts, et vous avez suivi les débats parlementaires où des gens, à tort ou à raison, disaient qu'en 2026, ils feront la loi et que le Parlement ne se composera que de leurs colistiers ou des membres de leur parti. Ouais, tout ça, ça montre la volonté des acteurs politiques de faire un jeu qui, d'une façon ou d'une autre, ne profite pas à notre démocratie. Et c'est d'ailleurs pour ça que les populations que vous avez interrogées là sont, je dirais, confuses. Quand tout processus de renouvellement de la classe politique à partir de 2026, où tous les Béninois attendent les acteurs politiques à ce virage dans la désignation du prochain président de la République. Alors, Président, ce dont vous parlez là, ça arrange en réalité quel acteur politique? C'est comme s'ils étaient tous d'accord avec ce qui se passe. Je pense que non, ils sont obligés de se ranger. Qu'est-ce que les autres acteurs politiques pourraient faire? Quand vous prenez aujourd'hui la carte politique du Bénin, elle participe des élections d'abord communales où nous avons 4 formations politiques. Donc 3, nous avons 3 formations politiques, les FCBE, l'UP, le Renouveau et les FCBE. Et au niveau parlementaire, et le bloc républicain, UPF, ça fait 4 au niveau donc des élections communales. C'est 4 formations politiques qui se sont attribuées la part du lion. Sans compter qu'il y a eu ce critère d'exclusion. D'abord des 10% au plan national qui permet de s'octroyer des sièges. Autrement, à Godomé, le parti de Dame Prudence aurait pu emporter des sièges. Et vous auriez aussi observé qu'en France, par exemple, qui constitue un modèle de démocratie, pour ces élections communales, des listes indépendantes ont candidaté et représentent, je crois, 3% des maires français. Comment est-ce que le Bénin peut en arriver là à dire que des indépendants n'iraient pas aux élections politiques? Ça fait partie des aberrations quand même de cette réforme du système partisan. Les indépendants, c'est quand même des citoyens qui vont candidater et prétendre à diriger les affaires publiques. Pourquoi est-ce qu'on les exclut du jeu? On veut que tout le monde soit testé. Pour dire que en fait, ce qu'on observe, l'inaction des forces de l'opposition ne participe pas de leur volonté. Les jeux sont dérégulés. Et c'est ça qui fait qu'ils sont inactifs. Oui, je crois que pour permettre à tout le monde de participer au jeu électoral, il faut revoir le système de distribution ou bien de répartition des sièges. Il faut que ce soit par circonscription électorale. Pour la présidentielle, on sait que la circonscription électorale, c'est toute l'étendue du territoire national. Pour les communales, on peut mettre ça dans les communes, et pour les législatives on a 24 circonscriptions électorales. Donc un parti qui réussit à avoir le nombre de pourcentages requis dans une circonscription électorale doit être éligible au partage des sièges. Il ne faudrait pas qu'on nationalise pour pénaliser des ambitions, pour tuer des ambitions de gouverner, que ce soit au niveau des communes ou que ce soit à l'Assemblée nationale. Ça fait partie des choses à revoir dans le code électoral, ainsi que beaucoup d'autres choses. Maintenant, en dernier ressort, je voudrais dire que oui, nous sommes à 2 ans des élections. Il y a une apparente discipline de groupe, mais bientôt les trahisons vont commencer, les langues vont davantage se délier quand davantage on va s'approcher de l'élection présidentielle de 2026 en général. Oui, le salut de ce pays, le salut démocratique de notre patrie dépendra de la capacité des acteurs politiques à, je dirais, à demander, à se déchaîner, à refuser de se faire, je dirais, mouton. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plus il y aura des voix aussi bien au niveau de la mouvance que de l'intérieur qui vont commencer à dire non, nous ne sommes pas d'accord. Et surtout de la mouvance. Je dis que notre pays a besoin aujourd'hui des acteurs politiques de la mouvance pour sauver la démocratie. C'est-à-dire que lorsque plus de voix diront au sein de la mouvance, cette manière de faire n'arrange pas le pays. Parce que ce que nous voulons en 2026, c'est que ce soit une belle fête démocratique. C'est que nous passions ce cap en nous unissant beaucoup plus, je dirais en reconfortant notre cohésion nationale. Mais nous allons droit vers le mur. Droit vers le mur parce que nous obligeons notre peuple à choisir entre 3 partis politiques. C'est pas normal. Nous sommes, c'est vrai, depuis 1990, un exemple de démocratie. Et moi je suis sûr que lorsque ce lundi 1er août 1960, le président Hubert Magan prenait sa parole, il rêvait d'un pays où un jour les gens, toujours le peuple pourra s'exprimer librement. Il ne faudrait pas que nous refusions ça au peuple. Nous avons refusé au peuple de manger.
Ils ont crié qu'ils ont fait. C'est un Nous ne refusons pas au peuple. On a demandé de serrer la ceinture. C'est la ceinture. Quand on n'a pas mangé, on ne mange pas. On va finir avec le plateau. Avec cet environnement ponctué d'une certaine accalmie que nous observons au sein de la classe politique, vous fixez les grandes actions politiques venant des partis politiques. Pour quand? Les grandes actions. Christian, vous nous demandez de faire un peu de devinette. Moi, je vais me jeter à l'eau. Je pense qu'avant la fin de cette année même, les choses vont commencer. Nous sommes encore bien loin de l'objectif. Non, mais je pense qu'avant la fin de cette année même, les choses vont commencer. Parce que l'acteur politique, c'est un homme d'action. Il ne peut pas rester cloîtré chez lui, attendre le dernier moment, aller se présenter aux électeurs. C'est un grand risque qu'il fait courir pour sa carrière politique. Si un acteur politique n'est pas présent dans l'espace public, il n'en est pas un. Donc, je ne comprends pas très bien je sais pas, cette trop grande prudence qu'ils observent jusqu'à présent. Je suis presque sûr, je dirais même je suis persuadé qu'avant la fin de cette année, le jeu va commencer par se clarifier. J'ai deux convictions. La première, les acteurs politiques vont déjouer l'agenda du chef de l'État qui, lors de l'une de ses sorties médiatiques, disait qu'il pense qu'à 6 mois des élections, que les jeux vont commencer. Bien avant les 6 mois, ça va commencer, les acteurs politiques vont plutôt se mobiliser. La deuxième conviction, c'est que Patrice Talon, le président de la République, va le faire comme Kérékou l'a fait en 2006 et laisser le pays dans un état pacifique comme il l'avait trouvé. Et le préalable, c'est que tous les problèmes liés au code électoral, aux malcompréhensions vont se régler. Du haut de ses prérogatives de père de famille, il a ce challenge-là qu'il va forcément réussir parce qu'il aime ce pays, comme l'a rappelé quelqu'un. Non, moi je crois quand même que les acteurs politiques occupent le terrain. Peut-être qu'ils ne l'occupent pas suffisamment dans le cadre des préparatifs donc, de la succession au président Patrice Talon. Parce qu'actuellement, vous auriez observé qu'ils sont sur le terrain pour reddition de comptes, organisation de tournois de football par-ci et par-là. Ils occupent le terrain. Ils occupent le terrain au nom de leur parti politique, parce qu'il leur fait obligation de coller à leur activité personnelle au lieu d'individualiser les actions politiques, de coller le logo de leur formation politique pour ce qui est des partis de la mouvance. Maintenant, pour ce qui est des partis de l'opposition... Mais quand on fait une comparaison avec le passé, vous connaissez très bien le Bénin. À pareil moment, dans nos quartiers, il y a déjà des associations de jeunes qui s'organisent déjà. Bien sûr, moi je maintiens tout contexte. C'est vrai que le journaliste peut être historien, mais ici je voudrais être factuel pour dire que c'est ce que j'observe. Maintenant, pour ce qui est, je dirais, des préparatifs au sein des formations politiques pour l'élection présidentielle, le jeu est verrouillé. Et je l'ai réitéré tout le temps, le jeu est verrouillé et les acteurs politiques ne sont pas maîtres du jeu. C'est beaucoup plus les formations politiques qui ont un agenda à mettre en œuvre. Et cet agenda clairement participe de la volonté du président de la République qui a clairement indiqué que le jeu doit se faire au sein des formations politiques, mais qu'il faudra attendre pour ce qui est des partis qui soutiennent son action 6 mois avant la fin de son mandat. Et donc, raisonnablement, ça va être autour de juin ou mars. Si on sait qu'en octobre, ils doivent déposer les listes, peut-être que 6 mois avant, ça remonte à mars. Or, si c'est 6 mois avant la fin de son mandat, il faut attendre peut-être mi-juin 2025 pour que peut-être dans son camp ça se décide. Mais sur les partis de l'opposition, on a aussi des interrogations légitimes à nous poser. Est-ce qu'ils iront en rang dispersé? Est-ce qu'ils vont aller en consensus? Ce travail revient aux leaders de l'opposition quant à l'organisation des partis. Qui ne s'entendent pas d'ailleurs. Ils s'entendent pas. Moi, je pense que déjà en début janvier, début février prochain, les acteurs politiques seront obligés, pour leur propre carrière politique, de se lever. Sans quoi, les partis politiques vont choisir des candidats qui seront obligés d'être cooptés au niveau local par des dinosaures. Des dinosaures de la chose politique. Parce que lorsqu'on ne te connaît pas et que le parti te prend comme tête de liste et que tu dois être obligé de partir avec, je ne sais pas, Jean ou Paul, qui lui maîtrise le terrain. Parce que disons la vérité, la réforme du système partisan n'a pas fini de tuer les barons politiques, hein. Disons-le. On va se retrouver avec des candidats qui seront dans des circonscriptions ou encore dans des villages ou encore dans des villes où on va entendre Mimatou Memiton et Loa. Parce que simplement, le leader politique
déclaré par le parti politique n'est pas accepté, même par ses pairs du parti. Donc l'obligation sera faite à chacun de commencer à s'activer à partir de janvier. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Ahmed Picardi. Merci à vous, Rudolf Karl. Merci, Prudent Lasséou. Merci bien. Et merci à vous, Omar Salouf. C'était donc la rubrique du débat sur notre grand rendez-vous de ce dimanche. C'était donc les points de vue. Eh bien, dans un instant, l'œil de l'expert reçoit Victor Bocor. Il est expert et administrateur électoral. Avec lui, il sera question de l'environnement électoral en République du Bénin, bien avant les élections générales de 2026. Les législateurs ou les acteurs politiques au Bénin ont bien voulu choisir un mécanisme particulier pour l'organisation des élections. En parlant d'élections générales en 2026, les législateurs et les décideurs ont voulu qu'il y ait une année dédiée spécialement aux élections en République du Bénin. Il va sans dire en 2026, nous démarrons justement avec cette nouvelle réforme-là. Nous aurons en 2026 toutes les élections organisées. Nous aurons les élections législatives, les élections communales et municipales. Nous aurons également les élections présidentielles qui seront organisées, et le tout en une même année. Et ça, c'est la volonté du législateur et de la classe politique qui nous amène justement dans ce cycle d'organisation des élections chaque 5 années à partir de 2026. Il revient ici, pour répondre à cette question, de faire référence à ce que nous appelons le cadre légal des élections en République du Bénin. En fait, cela s'entend de la législation et des règles liées aux élections. En la matière, nous avons deux références. Dans l'ordre interne, et nous avons également les instruments juridiques internationaux et régionaux. Au niveau des instruments juridiques internationaux et régionaux, il faut préciser que le Bénin est partie à un certain nombre de parties et d'accords au niveau international et régional. Cela, il va sans dire que cela doit se faire sentir au niveau de l'ordre interne. On pourrait citer pêle-mêle la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance. Nous avons la déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples de 1948. Nous avons le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce que nous appelons le PIDCP de 1966. Il y a également, il ne faut pas l'occulter, le protocole additionnel de la CEDEAO qui fait également référence en la matière. Quand on revient dans l'ordre interne, les instruments juridiques internes de gestion des élections, il y a bien entendu la Constitution que tout le monde connaît, la Constitution de la République du Bénin qui a été retouchée, elle est en vigueur. Nous avons la charte des partis politiques qu'il faut prendre en compte. Nous n'allons pas occulter le code électoral qui reste une précieuse référence en la matière. On pourra ajouter la loi sur le financement des partis politiques, la charte des partis politiques et les autres instruments que la Sénat a pu mettre en ordre justement pour permettre aux élections de bien se dérouler. L'objectif de ce cadre légal-là, c'est d'aider les partis politiques et surtout de guider les organes chargés des élections. Ici, c'est la Sénat à bien organiser les élections comme il se doit et à conduire le processus électoral en vue des élections libres, transparentes et justes. Et comme je l'annonçais tantôt avec les élections générales, je l'ai si bien dit, toutes les élections auront lieu la même année. Ça, c'est certain, c'est la volonté du législateur. Alors, les électeurs seront invités par deux fois aux urnes. D'abord pour les élections législatives, communales et municipales, ce sera en janvier. Pour être plus précis, ce sera le 11 janvier 2026. Nous aurons donc des élections
les élections couplées, législatives, municipales et communales. Et puis dans une deuxième partie, ces mêmes électeurs seront invités, mais cette fois-ci pour l'élection présidentielle, avec le premier tour qui aura lieu en avril 2026 et le deuxième tour qui aura lieu après. Il est important de préciser ici pour les élections locales, celui des conseillers, chefs quartiers et villages, il n'y aura pas d'élection, mais nous allons nous servir justement des résultats issus des élections communales et municipales de 2026 pour déterminer justement qui viendra en termes de responsables dans les différents quartiers au village. Sur la question, je pourrais y aller tout de suite, dire oui. Écoutez, qui va loin ménage sa monture, dit-on. Le cycle électoral offre toute la clarté nécessaire. Quand nous sommes au Bénin, on sait, nous avons les tests, tout y est clair. Alors, et donc, nous avons une large gamme d'opportunités qui s'offrent à ces partis politiques-là pour mieux s'organiser, pour faire face aux échéances électorales qui arrivent. Mieux, les différents instruments légaux font des partis politiques des acteurs privilégiés justement de l'animation de la vie politique. Moi, personnellement, je crois savoir que chaque parti politique a son calendrier ou son agenda politique qu'il développe dans cette marche-là des élections générales de 2026, avec bien sûr l'encadrement juridique en la matière. J'espère que ces derniers mettront tout à leur disposition pour parvenir justement à mieux s'organiser. Parce que l'objectif ici, c'est de mieux comprendre les règles pour avoir la réactivité nécessaire face aux élections générales de 2026. Personnellement, je pense que nos partis politiques ont conscience des exigences en la matière et comme je l'ai dit, avec les calendriers politiques au niveau de chaque formation politique légalement constituée, nous avons une quinzaine qui existe. Ces acteurs-là, je suis persuadé, s'organisent et nous aurons le temps de l'apprécier au fur et à mesure que nous avançons vers cette marche-là des élections générales de 2026. Le nouveau code électoral adopté est très clair sur la question des dépôts de candidature, surtout en ce qui concerne la présidentielle. Le code électoral prévoit ceci, que la déclaration de la candidature est faite 180 jours avant la date du premier tour du scrutin du duo président de la République et vice-président de la République. Et donc, le 11 octobre 2025, nous serons à 6 mois des élections, donc au plus tard à cette date-là, le dépôt des dossiers au niveau de la Sénat sera fermé. Et la conséquence logique, c'est que nous aurons au soir donc, de ce 11 octobre 2025, nous aurons connaissance des acteurs qui vont, ou encore des candidats qui vont aux élections présidentielles, et donc qui aspirent à occuper le fauteuil présidentiel. C'est une étape décisive dans la mobilisation des acteurs, surtout sur les enjeux des élections générales de 2026. Nous aurons un regain à 6 mois des élections. Pour les partis politiques, ce sera la pré-campagne qui sera lancée. La pré-campagne, elle va s'ouvrir, une période où les acteurs vont s'évertuer à présenter leurs produits, autrement dit leurs candidats, pour le positionner comme la meilleure offre possible et qu'il faille acheter aux élections présidentielles. Et cela avec toute la communication politique, avec la mobilisation qui va accompagner l'implémentation des stratégies qui seront mises en œuvre au niveau de chaque parti avant le véritable démarrage de la campagne en elle-même. Au niveau des militants, il s'agira en fait de faire la revue de troupes. C'est ce que moi je pense. Une mise en condition nécessaire avec les formations appropriées sur les éléments de langage, en lien justement avec les objectifs qui seront visés par chaque politique, avec en finalité justement surtout vendre son candidat. Au niveau de la masse et donc des populations, il faut dire que le conditionnement il va continuer, une manière de capter davantage les adhésions, de mettre la population à condition justement pour présenter son produit. Il faut dire en fait que chaque parti politique ira de ses moyens pour préparer
conditionner, moduler l'esprit des populations vers les élections générales de 2026. Ce qu'il faut souhaiter ici, c'est que le jeu se fasse en respect justement des règles qui existent. Et ça, c'est important. L'objectif final, c'est que à la fin des élections, que la paix ne soit pas perturbée, que la cohésion sociale ne soit pas perturbée, que les élections se passent dans les meilleures conditions, qu'elles soient libres, transparentes et que chacun justement se salue pour avoir contribué efficacement à la paix. Moi, c'est en cela que j'invite les différents acteurs politiques à jouer le rôle qui est les leurs afin que la paix ne soit pas perturbée dans cette marche-là vers les élections générales de 2026. C'est le second plateau du débat sur le grand rendez-vous. La jeunesse politique est désormais installée en plateau. Son regard sur le chemin qui nous sépare de 2026. On verra ce que nos invités pensent de l'actualité chez les politiques et dans la masse et ce qu'ils voient de la dynamique à engager à partir de maintenant en prélude aux premières élections générales de 2026. Et en plateau, 4 invités venus de 4 différentes formations politiques. On va commencer par vous, Awali Mohamed Akintola. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Adambédian. Merci d'être avec nous. Téléspectateurs, c'est un plaisir. Merci d'être avec nous. Vous êtes du parti Renaissance Nationale, présidé par l'unique femme chef de parti, Claudine Afiavi-Prudencio. Vous êtes porte-parole de cette formation politique. Bonsoir à vous, Nassirou Kapouebo. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre présent à notre invitation. Vous êtes membre de l'Union progressiste Le Renouveau et orateur de ce parti de la majorité présidentielle. Et puis, de ce côté, nous avons Karim Goundi. Bonsoir. Bonsoir. Militant du parti Les Démocrates, secrétaire adjoint à la jeunesse. Eh bien, votre parti politique est présent dans l'actualité, surtout avec les multiples sorties de votre président. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, Guy Lambert-Chafa, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Vous êtes du Mouvement populaire de libération, secrétaire général de cette formation politique. Un temps de répit chez vous, on dirait, ou bien ça travaille? Ça travaille. Comment? Ça travaille beaucoup. Et de quelle manière? Déjà, on essaye, on est en pleine concertation. D'accord. Quand je dis concertation, forcément, c'est pas avec d'autres partis, bien sûr, mais entre nous-mêmes, parce qu'on est en train de s'agrandir. Il faut reconnaître que les dernières élections ne nous ont pas donné beaucoup de visibilité. Donc, il faut penser les plaies, repartir sur les bases, ce qui n'a pas marché. On a essayé de faire beaucoup d'activités déjà pour renforcer au niveau du parti, pour renforcer les connaissances. Ensuite, actuellement, nous sommes en train de nous agrandir. Ce sont des stratégies qu'il ne faut forcément pas mettre sur la place publique. Donc, vous êtes en train de faire un petit travail de fourmi. Et pourquoi donc? Le rendez-vous de 2026, on ne sera pas absent. Personne n'a envie d'être absent ici, ou bien je me trompe? Nous sommes encore en 2024, 2026. Justement, il y en a qui sont sur le terrain. Il y a le président Boniaï qui va de gauche à droite. La dernière fois, il était à Banté. Demain, il sera où? La prochaine fois, il sera sur le terrain aussi à Djougou. De toute manière, il sera quelque part. On a au niveau du gouvernement, en tout cas les partis qui soutiennent le gouvernement, ils sont également sur le terrain et chacun fait ce qu'il fait. Nous, on a compris que peut-être que ce n'est pas tout le temps en allant sur le terrain. Peut-être que ce n'est pas vraiment le résultat la foule. Parce qu'on a compris, en tout cas nous, au niveau du MPR, on a compris que ce n'est pas forcément en soulevant la foule qu'on obtient tout. C'est ça. D'accord. On va revenir beaucoup plus en détail sur tout cela. Et Nassirou Kapouebo, oui, membre de la majorité présidentielle, vous êtes de l'Union progressiste Le Renouveau, que nous voyons beaucoup sur le terrain, surtout en ce moment, avec la tournée gouvernementale qui s'achève. C'est-à-dire donc que chez vous, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, parce que nous avons un calendrier très clair jusqu'au niveau des élections générales en 2026 et même après les élections. Actuellement, vous avez constaté que nous venons de finir l'installation
des sessions, puisqu'on a commencé par les sous-sessions, les cellules, les sous-sessions, et on a fini par les sessions. Et en même temps, on a enchaîné avec la tournée gouvernementale. Et quand on va finir cette phase, nous allons commencer maintenant l'installation de la coordination des circonscriptions. On finit l'installation des circonscriptions, on descend sur l'installation des organes de masse, tels que la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, l'association des élus, et ainsi de suite, jusqu'au niveau de l'association des sages du parti. Voilà ce que nous avons donc vous avez un calendrier bien élaboré. Oui, un calendrier triennal. Triennal que nous exécutons. C'est ça. Voilà. D'accord. Wali Mohamed Akintola, je rappelais que vous êtes porte-parole du parti Renaissance Nationale, présidé par Claudine Afiavi Prudencio, qu'on ne voit, disons, pratiquement plus, où elle travaille dans l'ombre aussi. Merci, présidé par Claudine Afiavi Prudencio, mais qui a à ses côtés des lieutenants, qui a un bureau politique, un bureau national exécutif qui travaille sur le terrain, qui a des coordinations à la base au niveau des départements, au niveau des communes, au niveau des quartiers de villes et villages. Donc il ne s'agira pas de voir la présidente toujours présente sur les plateaux, ou alors non, il y a suffisamment de compétences au niveau de Renaissance Nationale pour faire ce travail. Quant à elle, de coordonner, de donner les directives et de faire profiter à toutes ces compétences-là de son expérience afin que les objectifs puissent être atteints. Oui, les objectifs chez vous, c'est quoi déjà? Déjà qu'au lendemain de notre congrès de décembre 2023, on a fait promeux, on a fait du rebranding au niveau du parti et donc décidé de mieux s'enratiner sur le terrain. On a revu notre stratégie de communication sur le terrain qui est beaucoup plus active aujourd'hui, remobilisée sur le terrain, et là nous sommes dans la période des vacances où on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est distraction ludique à l'endroit de nos jeunes enfants, nos jeunes frères et sœurs à travers l'organisation et l'accompagnement des tournois de pétanque par ici, de football par là-bas et des activités culturelles. Tout ça pour continuer à faire vivre le parti, continuer à mobiliser, impacter le mental du Béninois par rapport à notre offre de gestion politique et donc préparer les échéances de 2026. D'accord, vous faites donc un petit bonhomme de chemin pour ces échéances à venir. On va se tourner vers Karim Goundi. Je parlais tantôt du président Boli Yayi que nous voyons beaucoup plus sur le terrain, c'est-à-dire donc chez vous, les démocrates, ça ne dort pratiquement pas, surtout avec Boli Yayi. Pas du temps de la dormir parce que Boli Yayi, vous savez très bien que c'est un monsieur, c'est un homme d'État d'abord, il est président du parti Les Démocrates, il est encore un homme d'État. Vous allez comprendre que c'est pourquoi il est sur le terrain, sur le plan politique. Il était la dernière fois à Bantais pour notre meeting dans les collines qui a rassemblé toutes les circonscriptions électorales du département des collines, les 2 circonscriptions électorales et les communes qui s'y trouvent. Et après, vous avez vu aussi qu'il a eu aussi une activité à l'international. On vient de parler de l'actualité au sein des partis politiques. Oui. Nous venons de boucler le 1er août. On est tourné vers 2025 désormais et juste après il y aura 2026 et c'est surtout 2026 qui focalise les attentions. Est-ce que vous sentez déjà une ferveur dans les formations politiques, vos différentes formations politiques regardent tourner vers cet objectif-là, l'échéance de 2026? Je reste avec vous, carrément. Oui, je pense que la ferveur qu'on devait sentir, pour moi, elle n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Parce que en 2015, fin 2014-2015, ici au Bénin, on a vu quand même un citoyen béninois revenir de l'exil. Je vais parler du président Patrice Talon, qui est revenu et ça a décanté la situation, ça a calmé sur la tension et les gens étaient sûrs qu'ils allaient partir pour une fête. Avec les élections de 2026, en fait, si l'atmosphère était aussi crispée qu'il est en train de le décrire, je ne vois pas le président Yayi Boni faire des meetings par ici et par là en toute quiétude, mettre les foules et tout ça. Donc je ne vois pas le rapport. La question c'est la ferveur pour 2026. Bien sûr. Et il dit qu'il n'y a pas de ferveur, mais on voit quand même la ferveur des démocrates sur le terrain. Donc il ne faudrait pas que dans deux propos ils se contredisent. Pour dire que ne cherchons pas à prêter des intentions, ne cherchons pas à faire peur.
La question est très simple et je pense que nous la comprenons au même niveau. Les élections de 2026, est-ce que dans vos formations politiques, vous sentez de la ferveur pour répondre simplement à cette question-là? Oui, ça s'active chez nous pour préparer 2010. Non, ça ne s'active pas. Mais ne faites pas peur. On le voit sur le terrain. On le voit sur le terrain. On apprécie bien cela. Je voulais réagir par rapport à ce que mon ami Karim vient de dire. La République est organisée. Oui. Et il n'y a pas une Sénat pour l'opposition et une Sénat pour la mouvance. Il n'y a pas une l'Assemblée nationale pour l'opposition et une Assemblée pour la mouvance. Il n'y a pas une Cour constitutionnelle pour l'opposition et une Cour constitutionnelle pour la mouvance. C'est ce qui devrait être. Attendez, laissez-moi terminer. Cela étant, lorsque j'entends des gens, comme vous venez de le dire, incriminer les institutions, c'est à croire que, à l'heure où nous parlons, il y a une magie derrière qu'on peut faire et avoir, c'est-à-dire modifier l'intérieur, comme ce que le président Éric Okoneté allait proposer devant le chef de l'État pour dire il n'a qu'à demander à ces éléments de démissionner que lui va envoyer des gens. Il ne faut pas que nous ridiculisons. Vous savez, dans il ne faut pas qu'on se ridiculise. Il ne faut pas qu'on se ridiculise. Est-ce qu'une Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale se réunit, est-ce que c'est pas une loi pour l'opposition, c'est pas une loi pour la mouvance? Non, attendez, est-ce que ça c'est le respect, ça s'impose à tout le monde. Est-ce que Bénin sous la vote du même président de la Cour constitutionnelle, est-ce que la parole Karim l'a dit, ne vous inquiétez pas, oui. Ce n'est pas à l'intérieur de l'organisation. Mais je vais vous dire, lorsqu'un président de l'Assemblée nationale, d'accord, va faire une tournée de reddition de comptes. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Les présidents d'institutions. De compte de quoi? Il faut dire. On l'a vu pendant les tournées de reddition de comptes, où il s'est chez lui, comme à Papa. Dès qu'il est président de l'Assemblée, il cesse d'être militant de parti. Non, c'est ça. Du moment où il est président d'une institution. Oui. D'accord. Mais une institution politique. Je vous en prie. Vous allez ouvrir la question. La fois que vous voyez les gens de l'Assemblée, c'est pas la première fois. Depuis 91, mon frère, s'il vous plaît. La charte des partis politiques, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est nous qui l'avons amené pendant même temps. Dans la charte, c'est dit qu'il y a une loi de la République qui interdit au président de l'Assemblée d'aller animer la. Il s'agit d'une certaine responsabilité que nous prenons dans ce pays. J'irai plus loin. Vas-y. Moi, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que la Cour constitutionnelle, c'est elle qui programme les résultats de l'élection présidentielle. Oui. La Cour constitutionnelle, c'est elle qui programme les résultats des élections législatives. Et il y a élections législatives et élections présidentielles en 2026. Est-ce que vous avez lu le rapport général des élections 2023? Oui. Si vous lisez le rapport, c'est plus de 1000 pages, d'accord? J'ai en train de lire. Il n'y a nulle part où c'est mentionné le quotient électoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pas circonscription électorale. Je prends la première circonscription électorale, peut-être que c'est 10 000 voix qui me font élire un député, et dans la deuxième circonscription, peut-être que 7 000 voix. Il n'y a pas de quotient électoral. Sur quelle base cette Sénat qui est là a dit LD a tel nombre de députés, B a tel nombre de députés, UPE a tel nombre de députés? Voilà les élections qui sont à faire. La question, j'ai envie de dire à mes compatriotes du Parti des démocrates que ce disque est rayé. Ah bon? Nous sommes en fait fatigués qu'on ressasse chaque fois qu'on a l'occasion de parler. Non, ils ont exclu les gens et puis ils ont fait. C'est le même discours. Le peuple a besoin de propositions concrètes pour avancer et non comptable chaque fois sur de la victimisation. Nous parlons de débat intellectuel. Nous parlons de propositions objectives pour notre population dans la perspective des élections de 2026. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Plutôt que de jouer sur l'émotionnel, et chaque fois c'est la même chose que nous. Moi j'entends, non, on a dit que les COP. Quel est le rapport entre le fait que, en pleine propagande sur le terrain, qu'un dirigeant du parti politique dise que les COP ont mangé le maïs ou je ne sais pas si c'est le mil, et quel rapport cela a avec les élections de 2026? Nous sommes en train de parler de la préparation des partis politiques pour les élections de 2026. Lorsque vous me parlez de quotient électoral qui ne figure pas dans un rapport de 1000 pages, et un rapport que je n'ai pas lu, le quotient électoral n'est pas... Écoutez,
la manière dont le quotient électoral se calcule se trouve dans le code électoral, mais calculez-le. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce rapport-là, vous avez le droit de recours. Mais pourtant, le Parti Les Démocrates a siège à l'Assemblée nationale, à l'issue des élections, d'accord, qui ont connu ce rapport-là. Vous n'avez pas rejeté cela. Je ne me sens pas vraiment à l'aise lorsque nous laissons l'essentiel de la question et que nous sommes en train de battre la brousse autour. Non, allons à du concret. Nous nous préparons pour 2026. Qu'est-ce que nous apportons au peuple? Qu'est-ce que nous proposons au peuple? Comment sont les perspectives au sein de chaque parti politique? C'est de ça que moi je suis venu débattre. Et moi de ce qui s'est passé en 2023, la même, écoutez, nous parlons du même Sénat, nous parlons du même concours constitutionnel qui, après que le Parti Les Démocrates, d'accord, après que le Parti Les Démocrates n'ait pas déposé ses dossiers à temps ou n'ait pas respecté les conditions qui finalement le rétablit pour participer aux élections de 2023, c'est ça le même coup constitutionnel là, il n'a pas changé en fait. Donc c'est le même régime là. Si nous voulons chacun sortir de notre chapeau ces éléments là, eh bien, nous n'allons pas finir et ceux qui nous suivent ne gagneront pas dans la quintessence de ce que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous proposons pour le futur. Est-ce que nous avons une action sur les institutions à l'heure où nous parlons? Parlons de 2026. Parlons de comment chaque formation politique s'organise pour aborder les institutions sont mises en place et c'est fini. C'est extraordinaire, d'accord, de mes amis d'en face, de penser réellement que nous sommes assez bêtes dans le pays pour aller aux élections avec un code électoral, comme il a dit tout à l'heure, vissé, avec une charte des partis politiques à la limite vissée, avec une constitution qui ne permet pas au commun des mortels béninois de jouir réellement de ses droits civiques. J'irai pas à pas et vous allez comprendre. Ça, tout à l'heure, c'est intéressant. Tout à l'heure, il a dit nous allons aux élections. Ce n'est pas le souhait d'un Béninois de ne pas aller voter. Nous avons tous envie d'aller voter. D'accord? Mais nous avons en face un code électoral qui ne donne pas, qui ne permet pas justement que le Béninois aille voter dans la paix, dans la quiétude. Et il lance par là, et c'est ce que nous faisons depuis que ce code est voté, depuis... Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au code électoral? Voilà, on va arriver là. Dans son ensemble, déjà avant le premier code et celui qui a été réalisé, ne nous a jamais permis de nous éclore politiquement. Nous avons eu l'impression, déjà le premier code a carrément écarté tous les partis d'opposition, nous a empêchés d'aller aux élections. Nous avons dénoncé ça, les gens ont dit qu'on a fait la politique de la chaise vide. Oui, allons-y. Oui. Allez-y. J'ai compris finalement que nos amis veulent nous amener toujours en 2019. On ne veut pas bouger. On parle de 2026 et chaque fois c'est 2019, on nous a fait ceci, on nous a fait ceci. Mais comment préparons, comment se prépare? Je vous ai laissé parler tout à l'heure. Vous êtes inquiet par rapport à quoi? Parce que vous n'avez rien proposé. On va pas. Non, c'est le même code de 2019 que vous avez utilisé pour aller aux élections 2023. Et vous parlez de vous voulez le problème, est-ce que le code a été révisé? Est-ce que le code a été... Aujourd'hui, on fait le point, on fait le constat. On vous pose la question de savoir dans quel état d'âme vous préparez les élections. Est-ce que vous voulez la réponse de mon parti? Oui, votre parti. La mort dans l'âme. La mort dans l'âme, d'accord. Non, vu que les compatriotes d'en face veulent bien qu'on patauge dans la mare de 2019. Moi, c'est à cœur joie, hein, je ne fais pas les débats. Le code électoral de 2019 a été voté et certains partis béninois ont refusé de participer à la compétition. Je ne suis pas d'accord. Maintenant, non. Ils auraient pu en son temps, lorsqu'il était question de se réformer, d'y aller. D'abord, de prendre par le chemin juridique, mais ils ont choisi plutôt ce qu'on appelait la résistance dans la rue. Je suis également
je suis également gêné lorsque certains partis de l'opposition aujourd'hui disent aucun parti de l'opposition. Vous savez, moi je ne suis pas, écoutez, il faut qu'on se respecte un peu. Le parti Force Corée pour un Bénin émergent, que je ne défends pas sur ce plateau, s'est déclaré de l'opposition béninoise. Les tests reconnaissent ce parti comme de l'opposition béninoise. Mais chaque fois que vous êtes sur un plateau, on vous dira non, tous les partis qui sont allés aux élections en 2019 ou en quoi c'était des partis de, comment on appelle, de la mouvance présidentielle. Permettez qu'on reconnaisse tout au moins. Non. 2020, je voulais parler de 2020, avec le même coup, 2020. Permettez, s'il vous plaît, qu'on respecte les tests tout au moins, qu'on respecte la position et la volonté des gens, plutôt que d'en faire nous à notre tête. Merci Lukaku. Je ne vous coupe pas. Vous allez continuer tout à l'heure. Nous sommes en présence dans vos codes électoraux. Comment, dans votre formation politique, vous préparez à vous conformer à ce code électoral, ou peut-être que dans votre formation politique, il y a des velléités qui emmèneront la formation politique à demander une relecture de ce code électoral. Merci beaucoup. Nous, au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau, nous nous réjouissons du fait que pour la première fois au Bénin, un code électoral a été voté 2 ans avant les élections. Cela nous permet de préparer, de nous préparer et de préparer les électeurs à se conformer à ce code. Parce que ce code, nous avons mis la barre très haut et nous sommes donné beaucoup d'exigences dans ce code. Donc, il faut travailler. Et c'est le travail que nous faisons. Ça fait déjà 2 fois que nous avons fait tout le tour du Bénin pour former nos militants. Des impacts que ce code-là nous induit. Ce code, c'est environ 7 choses qui complètent pratiquement ou bien de changements avec les anciens codes. Les codes qui ont commencé depuis 2012, 2013, 2015, 2019 et un peu 2020 avec la loi explicative, plus le code de 2023. Ce code de 2023 apporte essentiellement 7 modifications. Qu'on peut citer, il y a les dates de dépôt, le dépôt de candidature, il y a la forme de parrainage, le parrainage, il y a la caution financière, c'est pas la caution morale, il y a l'élection des maires et leurs adjoints qui était fait. Cette loi, la loi explicative, a été maintenant insérée. Il y a la nomination ou la désignation des chefs de quartier, des chefs de village qui fait partie, et aussi quelques modifications souhaitées par la Sénat. Voilà, en gros, et la légibilité pour la répartition, l'élection des députés. Voilà les 7 points pratiquement qui ont été modifiés dans ce code. Dans votre formation politique, est-ce qu'elle est prête à se conformer? L'Union progressiste de Renouveau est prête à se conformer à ça, et nous travaillons sur ça depuis. Nous travaillons sur ça. Non, c'est nos députés qui ont voté, et c'est les députés qui ont voté de l'Assemblée. C'est la loi de l'Assemblée, c'est une loi république. Donc il n'y a pas de loi, il n'y a pas une loi pour une mouvance, il n'y a pas une loi pour l'opposition. La loi là est votée. Si nous décidons ensemble d'aller réviser, on va partir encore là-bas pour réviser. D'ailleurs, la loi s'adapte avec l'évolution du monde et l'évolution des citoyens à l'intérieur. C'est comme ça. Alors, moi, je voulais rappeler à votre téléspectateur que j'ai écouté mon ami de l'UP Le Renouveau. Il a dit qu'il est d'accord avec ce coup électoral. Votre formation politique, les démocrates se préparent à répondre aux exigences. Non, nous combattons le code pour que le code soit révisé. La posture du parti Renaissance nationale est une posture d'abord républicaine. Nous avons une institution qui est l'Assemblée nationale. Nous y avons élu des représentants qui représentent tout le peuple.
Avant ce vote-là, le Parti Révolutionnaire national fait des propositions pour la relecture du code électoral en vigueur depuis 2019. C'est son droit le plus absolu, il s'est prononcé par rapport à ça et a même fait, le parti a été le premier à faire des propositions concrètes. Par rapport au recours qu'un citoyen avait fait à l'endroit de la Cour constitutionnelle pour incompatibilité de certaines dates et incongruité dans le code. Lorsque le code a été voté, il y a certains points qui, loin d'être améliorés dans le sens que le parti aurait voulu, ont plutôt été accentués. Le parti demeure précis sur la question du seuil, pour dire que sur le point du seuil de 20% dans chaque circonscription électorale, les députés devraient revenir sur cette disposition-là. En prenant en compte d'abord la population béninoise qui n'est pas de plus de 12 millions, une population qui est très multi-ethnique, et l'éducation politique de ces populations-là, qui n'est pas encore une éducation politique nationale, mais est toujours portée jusqu'à présent sur l'ethnie, sur la tribu, sur l'appartenance et ainsi de suite. Pour dire que, oui, nous sommes d'accord pour une réforme du système partisan. Mais il faudrait pouvoir savoir quand est-ce qu'on embraye, quand est-ce qu'on gaz, pour que, dans l'ensemble, le peuple ne se sente pas en déphasage avec les lois qui le régissent. Une chose que le code électoral jusqu'à présent nous permet de faire, c'est de limiter les fanfarons dans l'arène politique et de réduire au maximum le jeu de l'argent. Nous sommes en train d'y arriver et c'est un plus que nous devons reconnaître à ce code électoral-là. Mais la question du seuil reste encore parce que ça risque de limiter un peu de trop les opinions et nous sommes en démocratie. Les seuls plateaux de télévision ne sont pas suffisants pour qu'on puisse donner son avis. Et au-delà de cela, il faut pouvoir écouter la voix de la minorité aussi dans la représentation nationale. Il y a un auteur qui disait que la démocratie, ce n'est pas que la loi de la majorité, mais c'est aussi la protection des droits de la minorité. Cependant, la grande différence entre nous et certains partis politiques, c'est que nous respectons la loi et estimons qu'il y a des voies de recours. Et lorsque sur le plan légal, nous ne pouvons pas, eh bien, il faut développer des stratégies pour aller à la conquête de ce pouvoir-là, pour pouvoir changer les choses. Et c'est ce que Renaissance nationale est en train de faire pour dire, si aujourd'hui, nous n'avons pas des gens pour parrainer un candidat Renaissance nationale pour la présidentielle de 2026, nous avons tout au moins la chance de participer aux élections générales. Et pour nous, le chemin commence par le fait de faire élire des conseillers. Dans les conseils communaux et des députés à l'Assemblée nationale. Voilà donc notre posture en se préparant pour 2026. Je vous remercie. Allez-y. Je voudrais, je trouve que j'ai oublié. Akintola, c'est le nom. Alors, monsieur Akintola, je trouve que je commence à mieux vous comprendre dans vos développements. En fait, ce que vous dites, je crois que c'est quelque part l'avis de tout le monde en réalité. Vous voyez? C'est mon refus. Non, ce n'est pas ça. C'est que oui, on l'exprime tous. Chez nous, et je suis sûr que chez les démocrates également, il a peut-être ressorti, parce que j'ai vu qu'il a un gros cahier de vote, donc il a peut-être ressorti en fait les côtés qui a priori frustrent le plus. Parce que, quoi qu'on dise, autant eux que nous sommes légalistes, que vous d'ailleurs, et que MPL, je dis MPL, que... Très légaliste. Nous sommes tous légalistes. Et chacun sur le terrain dit, malgré que vous allez sur le terrain et que vous dites, vous avez fait des ponts aussi, quand ils vont sur le terrain, ils disent, quand nous également on va voir, on essaie de grandir, quand on essaie de voir nos compatriotes, on leur dit ce qu'on reproche et on leur dit également ce qu'on veut. On fait des coalitions, on fait ce qu'il faut. Donc, chacun de son côté, prépare les élections comme il peut. Chacun essaye à la raison. Je voulais réagir par rapport. J'ai constaté effectivement que nos amis veulent parler essentiellement du code pour pouvoir, en lieu et place de questions. Vous refusez de parler parce que ça vous arrange. Voilà. On parle de la violation de la Constitution par le code qui, quelque part, la Constitution a prévu qu'il faut fixer un taux national. Mais vous avez lu le code. Le taux national est fixé, ça fait 10%.
Et vous savez pertinemment avec moi qu'on peut avoir 10% sans être représentatif. Je peux avoir 10% sur le plan national avec 6 circonscriptions électorales. Et vous le savez bien. Et lorsqu'on dit que nous voulons des partis forts, non des hommes forts, il faut renforcer les partis politiques. Par quelle alchimie, il parle de 20%, par quelle alchimie on peut diviser 20 par 5 et que personne, 100 par 5 et que personne n'est 20? C'est pas quelle alchimie? Par quelle alchimie en mathématiques? Si les gens ne comprennent pas les mathématiques, il faut que le nouveau, dans les cas, c'est que nous l'avons pas eu. Nous l'avons pas eu. Et nous sommes donnés cette contrainte. Dans toutes les formations politiques, en tout cas, le débat continue de se faire autour du code électoral. Et nous l'avons constaté avec tout ce que vous autres vous reprochez à ce code. De ce côté aussi, des améliorations apportées. On va faire le dernier tour de table puisque le temps est complètement parti. Vous allez nous dire de façon précise, en 10 secondes, à partir de cet instant, comment vous voyez venir ces élections-là? Général, c'est vrai que nous sommes pratiquement à moins de 2 ans, de janvier 2026, mais comment vous voyez venir ces élections dans vos différentes formations politiques? Je commence par vous. Je l'ai dit déjà en entame pour dire dans la paix, dans la joie, nous nous y apprêtons et ça ne peut qu'être dans la paix pour que chacun puisse, de sa position, de par sa force et de par les moyens qu'il a, donner de la voix et essayer d'arracher une parcelle de pouvoir qui lui permette d'être encore plus représentatif de ceux qui sont militants et militantes à la base. Aussi simple que cela. Oui, Guy Lambert Chaffa. Au MPL, on ne peut pas, je vous ai dit, on ne peut pas stratégiquement les élections générales, quoi qu'il en soit. Malgré les griefs que vous malgré les griefs, ce sont des faits. On n'a pas inventé ça, c'est là. Et puis, quelque part... Vous les avez rappelés. On les a rappelés. Donc, du coup, on les prépare comme on peut. On est en train d'adopter, je crois, la meilleure stratégie, celle d'aller... celle que je ne dévoile pas. Voilà. En tout cas, au fur et à mesure, alors, au niveau du Parti des démocrates, nous concentrons pour prendre le pouvoir. Nous allons à la conquête du pouvoir parce que nous savons très bien que les Béninois nous portent dans le cœur et que dans le cœur des Béninois, nous sommes le premier parti politique du Bénin, c'est le parti du peuple. Nous préparons ces élections dans une stratégie bien déterminée. J'ai suivi ici, tout à l'heure, certains disent que bon, l'opposition dort et ainsi de suite. En face, quand les gens sont dans un coma donné, qu'est-ce que vous allez faire? Vous les observez et quand les gens vont sur le terrain, quand ils font la campagne pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous croyez les bas, vous les regardez, vous les remerciez. Et nous n'allons pas le pouvoir en 2026. Merci beaucoup. Nous, au niveau de l'Union progressiste, le renouveau, nous nous préparons à prendre le pouvoir. Il ne faut pas confondre l'Union progressiste, le renouveau, avec la mouvance tout entière ou la mouvance qui est là. Nous nous préparons à prendre le pouvoir et les élections législatives pour nous, présidentielles, les élections générales, pour nous représentent une étape de confirmation de notre suprématie sur l'échiquier politique national. C'est le premier parti politique et nous travaillons pour conforter ça et avoir le pouvoir et l'exercer au moins de 2026 à 2031. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup Nassirou Kaporebo, membre du parti Union progressiste Le Renouveau. À côté de vous, nous avons le porte-parole du parti La Renaissance nationale, Awali Mohamed Akintola. Merci bien pour votre participation à ce débat. Nous avons Guy Lambert Chaffa, secrétaire général du parti Mouvement populaire de libération. Merci beaucoup. Et merci à vous Karim Goundi pour le débat de ce soir. Le grand rendez-vous, c'est terminé pour cet épisode. Recevez ce programme replay sur nos différents canaux digitaux. Portez-vous bien et au prochain numéro.